Je cède maintenant la parole à la porte-parole officielle de l'opposition officielle, Madame la députée de Lapinière. Vous disposez de 9 minutes 54 secondes. Merci, Monsieur le Président. Alors, merci à vous pour votre présence et pour la mémoire que vous avez déposée. Alors, puisqu'on parlait de la visibilité du fait qu'on est sur une plateforme, je vais continuer là-dessus. Donc, vous dites non seulement il faut qu'il y ait une grosse indication très visible quand on arrive sur la plateforme de revente, mais il faut que ça suive le consommateur tout au long du parcours, de son parcours sur cette plateforme-là. Comment vous l'envisagez exactement? En fait, quand on regarde, là, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est dans la mécanique d'achat de magasinage de billets. Là, donc, on va prendre un nom comme ça, disons Taylor Swift. Bon. Donc, quelqu'un tape sur Google billet Taylor Swift, elle ne va pas arriver à la page d'accueil de la plateforme pour dire voici nos différents spectacles. On va l'amener directement au spectacle qui l'intéresse. Et donc, si la mention est seulement qu'en accueil, à ce moment-là, la personne va passer à côté de la mention. Et donc, à ce moment-là, donc dès l'offre globale de ce spectacle-là qui est recherché par le consommateur, on va avoir une mention. Et ensuite de ça, bien sûr, à partir du moment où le consommateur sélectionne son billet, on ramène la mention également. Et donc ainsi de suite. Donc, finalement, s'assurer que nulle part dans le processus, le consommateur puisse passer à côté d'une information qu'on considère étant cruciale. D'autant plus cruciale que ça peut permettre aux consommateurs d'allumer et de dire je vais aller voir s'il n'en reste pas des billets disponibles à un coût moindre sur la plateforme d'origine. Et je vais savoir en plus quel était le prix d'origine. Alors ça, et d'ailleurs, j'étais intéressé par les commentaires là, de l'industrie du disque, là, plutôt à l'effet que c'est... J'oublie mon idée. Je vous laisse poser votre question, désolé. En fait, c'est que non seulement le bouton qui... l'annonce qui nous dit qu'on est sur un site de revente, mais d'avoir une façon facile d'aller au site d'origine, soit le site de l'artiste ou la salle de spectacle pour être intéressant. Est-ce que... Puis, la question vient à cause de l'exemple que vous avez utilisé, un exemple parmi tant d'autres, celui de Taylor Swift. Est-ce que vous n'avez pas l'impression parfois que des consommateurs sont prêts à payer n'importe quel prix pour voir un artiste? Parce que je prends cet exemple-là où le fan de Taylor Swift va arriver sur un site de revente et puis même si on affiche que c'est un site de revente, donc attention, vous pourriez aller sur le site de l'artiste à la place que ils ont parfois un temps limité avant que tous les billets se vendent ou en tout cas qui apparaissent comme tous vendus et ils vont même pas prendre la précaution d'aller voir ailleurs. Ils vont tout de suite acheter le billet parce qu'ils veulent l'avoir à tout prix. Est-ce que vous voyez ça? On est clairement dans un mécanisme spéculatif où le temps est très, très, est vraiment crucial pour les gens là, qui souhaitent se procurer des billets. Parce que oui, effectivement, pour des spectacles très, très courus. Puis en fait, pourquoi ils s'envolent si vite que ça? C'est parce que les mécanismes de contrôle de la vente sont pas adéquats. Donc, en théorie, les robots sont pas permis, mais en même temps, comment peut-on contrôler que les robots sont encadrés? Donc, clairement, il y a des robots qui passent sur les sites et qui arrachent d'un coup une section complète de sièges. Donc, quand on a 100 sièges côte à côte d'une pleine section, si c'est pas un robot qui est passé là, je me pose la question. Donc ça crée ça crée cette pression-là à réagir très très rapidement et on comprend les consommateurs. Puis oui, pour des spectacles très courus, il y a un effet spéculatif. Puis oui, il y a certains consommateurs qui sont prêts à payer des prix vraiment trop élevés et qu'on pourrait fort probablement considéré comme étant lésionnaire. Tout à fait. Quand vous dites dans votre première recommandation, je crois, sur en lien avec l'article 187.28, que vous dites un nombre limité de clics, donc 2 clics, c'est-à-dire le premier pour activer, puis
le bouton de résiliation, puis ensuite, la confirmation, vous proposez 2 clics au lieu d'un seul parce que on veut permettre au consommateur de ne pas cliquer, de ne pas confirmer si jamais il a cliqué sur le bouton la première fois par erreur. En fait, je vous avoue que notre compréhension du mécanisme qui était proposé n'était pas nécessairement un mécanisme à un clic. On avait compris qu'il y avait un bouton, mais après ça, qu'est-ce que le bouton entraînait comme mécanisme subséquent? Ça ne nous apparaissait pas clair, ou en tout cas, à tout le moins, on considérait important de venir le préciser. Pour ce qui est de l'aspect de la confirmation, on n'est pas là ici pour vous dire que ça devrait être plus compliqué de résilier un abonnement, mais par contre, il y a toujours un principe assez généralement utilisé en ergonomie web ou de ce type de comportement web-là, qui est l'espèce de cran de sécurité, là, de dire, ben, je ne veux pas accrocher par erreur le bouton puis me retrouver désabonné de mon service de téléphonie cellulaire. J'aimerais au moins qu'on me dise, êtes-vous bien sûr de vouloir vous désabonner. Donc, et puis, généralement, de toute façon, ça nous envoie, tout dépendant par où on passe, évidemment, est-ce que c'est un courriel ou autre, ben après ça, ça nous envoie vers la plateforme transactionnelle où est-ce que là, on est identifié. Et donc, ça m'apparaît, en tout cas, difficilement évitable d'avoir 2 clics, à moins d'être déjà dans la plateforme. Puis de façon générale, c'est déjà pas mal ce qu'on voit dans la mécanique qui est appliquée pour les courriels indésirables. Donc, on clique en disant « je veux me désabonner ». On atterrit sur une page web qui nous dit « confirmez-vous votre désabonnement ». Parfois, c'est automatique, mais généralement, mais là, on s'entend qu'entre se désabonner d'un courriel indésirable puis se désabonner par exemple, d'un contrat de téléphonie, il y a quand même une petite nuance, là, et on pense qu'un cran de sécurité, c'est pas nécessairement un frein très problématique. Ouais. Parfait. Puis notre but, c'est pas d'ajouter une couche de complexité supplémentaire. C'était vraiment dans notre interprétation qu'on a fait de l'article, on pensait qu'il était nécessaire de spécifier un nombre précis d'étapes, parce que c'est sûr que lui permettant d'exercer aisément ce droit de résiliation-là, ça peut être interprété de façon différente. Donc, on croit qu'il est pertinent, justement, de spécifier le nombre d'étapes nécessaires pour le droit de résiliation. Merci. Et de plus en plus, excusez-moi, peut-être juste rajouter un petit élément là-dessus. De plus en plus, on penche pour un encadrement avec des normes objectives, parce que ce qu'on constate, c'est que quand on est parfois trop imprécis dans les attentes, premièrement, c'est qu'il faut plus vraisemblablement se tourner vers les tribunaux pour obtenir gain de cause. Puis ce qu'on constate également, c'est qu'on est beaucoup en mode chat et souris avec les commerçants qui cherchent la craque pour s'y engouffrer. Donc, on l'a vu avec différents éléments, même récents en matière de protection là, du consommateur. Et dès que, finalement, il faut vraiment parfois les tenir par la main puis leur dire, c'est là qu'on s'en va. Vous avez dit très clairement que s'il n'en tenait qu'à vous, vous rendriez les plateformes de revente de billets illégales. C'est ce que j'ai compris. Donc, il n'y a pas de revente, de possibilité de revente de billets sur ces plateformes-là. Je me permets de nuancer, oui. Allez-y. William. C'est ça, pas nécessairement. Dans le fond, nous, on trouve qu'il peut être nécessaire dans certaines situations. Par exemple, si vous êtes malade, vous savez que vous ne pourrez pas aller à un spectacle en particulier, il peut être nécessaire d'avoir la possibilité de revendre votre billet, mais pas à un prix supérieur. Donc, on ne veut pas que cette occasion-là permette à n'importe qui de faire du profit. Tu sais, si tu sais que tu ne pourras pas aller à un spectacle parce que tu es malade, tu as un empêchement quelconque, ben tu veux pas nécessairement faire du profit avec ça, tu veux juste ne pas trop perdre d'argent. Donc, ce qu'on dit, nous, c'est que oui, il peut y avoir revente, mais juste pas faire des profits faramineux avec ça. Mais là, vous allez dans la revente même entre deux individus, là. En fait, on est en mécanique de droit de la consommation, donc entre un commerçant et puis un particulier, donc un consommateur. Et donc, dans ce cas-là, on vise des commerçants. Et en fait,
pour être juste plus précis sur la question, est-ce qu'on veut que les plateformes soient illégales? Ce n'est pas les plateformes comme telles qui sont illégales ou pas. Ce qu'on vise, c'est de rendre illégal le fait de vendre à un prix supérieur un billet de spectacle que son prix initial. Alors, c'est vraiment ce mécanisme-là. Puis comme on disait, avec la possibilité que des frais soient permis pour les plateformes, là, mais évidemment des frais qui sont limités et encadrés de manière stricte et objective. Merci. Est-ce que, Monsieur le Président, 6 minutes. Il y a 6 minutes qui ont été rajoutées, d'accord. Alors, je vais en profiter pour vous demander, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de prendre connaissance du mémoire de la personne qui a présenté avant le groupe e-cible avec, qui vend aux salles de spectacle un logiciel pour la gestion de la vente de leurs billets et qui... Malheureusement, non, les mémoires ne sont pas disponibles, non, c'est ça. D'accord. Alors, si vous avez l'occasion de le consulter plus tard, c'est quand même, il portait, je trouvais, un éclairage intéressant en ce sens que il nous disait comment fonctionne l'écosystème de l'artiste qui a un producteur et de la salle de spectacle qui est le diffuseur et qui a des ententes entre le producteur et le diffuseur qui est la salle de spectacle et qu'on pourrait aller là s'assurer qu'entre les deux, parce qu'il existe déjà des ententes entre les deux, que soit indiqué là, que la salle de spectacle puisse dire oui ou non à l'utilisation d'un site de revente. Et en fait, ce qui nous mettait en lumière, c'est que la salle de spectacle qui est le diffuseur, qui est celle qui gère les difficultés quand il y a des difficultés avec des billets revendus parce que les gens ne savent pas, n'ont pas été avisés que l'heure ou la date du spectacle a été changée, bon, etc. Donc, que les salles de spectacle devraient être au cœur de tout ça et devraient être consultées par le producteur et que en fait, que ça devrait être dans leur entente entre les deux plutôt que de la façon dont on l'aborde. Alors, mais si vous n'avez pas pu entendre le groupe précédent ou consulter le mémoire, c'est difficile, je comprends, pour vous de vous... Mais je vous avoue que je veux revenir peut-être aux fondamentaux. Quel est l'intérêt pour un producteur de permettre à une plateforme tierce de revendre des billets à un prix supérieur que lui les a affichés? Mais il n'y en a pas. C'est ce que le précédent nous disait, c'est qu'il n'y en a pas. Que c'est pas de cette façon-là que ça fonctionne nécessairement. Alors, je cherche encore, je ne suis pas capable de m'expliquer autrement que, comme je vous disais plus tôt, finalement faire peut-être par derrière ce qu'on n'ose pas faire par devant. C'est-à-dire afficher les billets à un prix qui pourrait peut-être apparaître comme étant prohibitif, d'autant plus quand on a des producteurs qui organisent des événements subventionnés par des fonds des gouvernements fédéraux, fédéral, provincial, municipaux. D'accord, merci. Un point intéressant que vous avez soulevé, les plateformes téléphoniques de service à la clientèle. Donc, vous nous dites en fait que les commerçants qui offrent une plateforme téléphonique de service à la clientèle devraient être tenus d'inclure dans le menu d'options un mécanisme simple et facilement accessible permettant aux consommateurs de résilier son contrat. Est-ce que vous voulez nous en parler un petit peu plus? Oui, oui, dans le fond, c'est ça. On pense qu'il y a encore aujourd'hui, en 2026, une énorme fracture numérique pour certaines personnes. Puis c'est sûr que les personnes qui ne sont pas à l'aise de naviguer dans le numérique vont probablement être plus à l'aise de naviguer avec un système de service à la clientèle téléphonique.
Par contre, ces gens-là n'ont pas nécessairement 2 heures à passer pour attendre de parler à un agent. Donc, on voudrait laisser la possibilité à ces gens-là de, justement, qu'il n'y ait pas de bouton, mais qu'il y ait une option spécifique pour eux pour se désabonner sans avoir à passer par l'entremise d'un agent, puis à avoir à attendre plusieurs minutes, voire plusieurs heures. D'accord. Je vous remercie beaucoup. Est-ce que vous aviez peut-être un point sur lequel vous voudriez insister qui n'aurait pas été touché pendant les échanges ou pendant votre mémoire? Ou est-ce que ça fait le tour? Ben, moi, je pense que j'aimerais revenir sur l'article 214.1.1. Dans notre mémoire, on dit qu'il est quand même qu'on pense qu'il serait pertinent d'inclure le principe de l'article dans les pratiques interdites. On est conscient que, à l'heure actuelle, ben, dans la mouture du projet de loi actuel, il y a toujours la possibilité de sanctionner un commerçant qui ne se conforme pas à l'article avec une sanction administrative pécuniaire, mais pour permettre la pleine pénalisation pas pénalisation genre pénale, mais pour permettre que les commerçants récalcitrants soient sanctionnés. Ce serait intéressant de le mettre dans les pratiques interdites, notamment l'article 224 de la loi, pour qu'on puisse s'assurer que, justement, il y a une sanction pénale qui puisse être donnée, puis que le droit en fait, le pouvoir du directeur, du président de l'OPC de faire une injonction soit fonctionnel. Parce qu'il peut faire ça notamment pour les pratiques interdites, mais là, comme l'article n'est pas dans les pratiques interdites, il y aurait seulement une sanction administrative pécuniaire qui pourrait être octroyée, imposée, selon ma compréhension. Donc, pour vraiment... Je suis désolé, c'est tout le temps dont nous disposons. Monsieur Doré, Maître Courchon.